Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Un pétrolier chinois a franchi la ligne de blocus de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz. Il n'a pas demandé la permission, il n'a pas ralenti. Ce qui s'est produit dans les 4 minutes suivantes a discrètement modifié l'équilibre des forces entre les deux nations les plus puissantes de la planète. Et presque personne ne parle de ce que cela a réellement révélé. Ce n'est pas l'histoire d'un pétrolier. C'est l'histoire d'une superpuissance qui scille et de ce qui vient ensuite pour tous les pays qui regardent. C'est exactement le genre de moment que la machine médiatique à la Trump tenterait d'emballer sous l'étiquette de contrôle total, alors que tous ceux qui sont sur l'eau peuvent voir qu'il a réellement dû faire demi-tour. Le navire s'appelait le Rich Star. Sur le papier, c'était un pétrolier commercial. En réalité, c'était le test discret de Pékin. Est-ce que les États-Unis allaient réellement faire respecter leur blocus ou est-ce qu'ils allaient céder? Ils n'ont pas cédé. En moins de 4 minutes, le Rich Star a effectué un demi-tour. 2 autres pétroliers liés à la Chine ont suivi. Aucun tir, aucune confrontation, seulement un lent demi-tour humiliant dans la voie maritime la plus surveillée du monde. Quelques heures plus tard, le ministre chinois de la Défense s'est présenté au pupitre et a prononcé des mots fermes sur les droits de la Chine, les accords de la Chine, les navires de la Chine. Et pourtant, pas un seul de ces navires n'a traversé ce corridor. L'écart entre les paroles et la réalité était visible pour toutes les marines, tous les services de renseignement et tous les gouvernements qui observaient. Et ils observaient tous. Une leçon bien connue, les discours s'impriment instantanément, mais la réalité refuse toujours de recevoir des ordres d'un pupitre, même quand il est décoré comme un rassemblement électoral. Pour comprendre pourquoi le demi-tour d'un pétrolier compte à ce point, je dois regarder ce que Pékin et Téhéran ont mis 15 ans à construire. La Chine est le principal acheteur du pétrole iranien. Elle importe du brut iranien en défiant les sanctions occidentales, en faisant circuler une flotte fantôme de pétroliers à travers un système financier conçu pour rester invisible à Washington. En échange, l'Iran a offert à la Chine quelque chose d'inestimable. Un point d'ancrage au Moyen-Orient, le port de Chabahar, des infrastructures, des nouvelles routes de la soie, un pont stratégique qui contournait tous les corridors commerciaux influencés par l'Amérique. Les deux pays ne faisaient pas que commercer du pétrole. Ils bâtissaient un autre ordre mondial, une transaction à la fois, un port à la fois. Le 13 avril 2026, la marine des États-Unis a démantelé ce système en une seule matinée. Khargisland verrouillé. Environ 90% des exportations pétrolières iraniennes y transitent. Chabahar verrouillé. La route de contournement vers le Golfe, soigneusement construite par la Chine, rendue inutile du jour au lendemain. Bandar Abbas verrouillé. Tous les ports, tous les corridors, tous les canaux que Pékin utilisait pour importer discrètement du brut iranien à rabais ont été scellés simultanément. Des milliards de dollars d'investissements chinois dans les infrastructures se retrouvent immobilisés. Le segment iranien des nouvelles routes de la soie est mort sur le plan opérationnel. Un partenariat stratégique bâti pendant 15 ans, tranché en quelques heures. 3 groupes aéronavals, l'USS Abraham Lincoln, l'USS Gerald R. Ford et l'USS George H.W. Bush, avec plus de 15 navires de guerre, des patrouilles aériennes continues de F-35C, des avions de surveillance maritime P, 8, et une couverture sous-marine sous la surface. Plus de 50 000 militaires américains opérant dans un seul théâtre. Aucune force comparable n'existe nulle part près du détroit d'Ormuz. Il n'y a aucune force que la Chine pourrait envoyer dans la région qui serait à la hauteur. Et aucune rodomontade à la Trump ne change la règle la plus ancienne de la puissance dure. La logistique bat les slogans et le tonnage se moque de l'arrogance télévisée. Mais c'est là que cela devient dangereux. La Chine importe plus de 10 millions de barils de pétrole chaque jour. 40% de cet approvisionnement transite par le détroit d'Ormuz. Pas seulement depuis l'Iran, mais aussi depuis l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar. Quand j'additionne le tout, environ la moitié de l'approvisionnement pétrolier maritime de la Chine dépend d'une seule voie navigable que la marine américaine contrôle désormais. Ce n'est pas une réalité acceptable pour un pays qui a dit à ses 4 milliards d'habitants qu'il était en train de devenir une superpuissance. Ce n'est pas acceptable pour une économie dont les usines, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité politique reposent toutes sur une énergie abordable. Et ce n'est pas acceptable pour un parti communiste dont la légitimité dépend d'une croissance continue. Donc, Pékin a des options. Aucune n'est bonne. Une confrontation militaire est théoriquement possible. Stratégiquement, ce serait suicidaire. La Chine a une base à Djibouti. Sa marine s'est considérablement développée. Mais qu'un navire de guerre chinois force la ligne de blocus signifierait un conflit direct entre 2 puissances nucléaires.
Le monde n'a pas approché ce seuil d'aussi près depuis que des cargos soviétiques se sont approchés de la ligne navale américaine autour de Cuba en 1962. Les analystes militaires n'utilisent pas cette comparaison à la légère. Les tactiques de zone grise, les navires des gardes-côtes et les milices de pêche qui ont fonctionné contre les Philippines ne fonctionneront pas contre 3 groupes aéronavals. Si la Chine envoie un convoi de zone grise et qu'il est stoppé, tout le récit d'un ordre mondial multipolaire que Pékin construit depuis une décennie s'effondre dans un seul incident, en direct sur l'eau libre, sous les yeux de tous les gouvernements de la planète. Les représailles économiques constituent une autre option. La Chine dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle peut intensifier la guerre commerciale. Elle peut vendre ses avoirs en bons du Trésor américain. Elle détient un véritable levier dans les chaînes d'approvisionnement de secteurs critiques. Mais aucun de ces outils ne met du pétrole dans un pétrolier. Aucun n'ouvre le détroit dans un délai que les raffineries chinoises peuvent supporter. Et une escalade de la guerre commerciale endommage l'économie chinoise elle-même au moment précis où elle absorbe déjà le choc énergétique du blocus. C'est là la partie gênante que le circuit pro-Trump évite d'habitude. Déclarer la victoire est facile, mais le diesel doit quand même arriver à l'heure. Ce que Pékin fait réellement en ce moment, c'est attendre. Il a interrompu ses exportations d'essence et de diesel, ce qui sert le Japon et la Corée du Sud. Il achète du gaz naturel liquéfié américain, tentant de se créer une marge diplomatique. Il se positionne comme le fournisseur de carburant indispensable pour les pays d'Asie du Sud-Est qui cherchent en urgence des solutions de rechange. La Chine souffre, mais elle essaie de faire en sorte que ses rivaux souffrent davantage. Et elle a calculé que, pour l'instant, la patience est plus sûre que la confrontation. À long terme, des corridors terrestres via Gwadar, au Pakistan, pourraient réduire la dépendance chinoise à l'égard d'Ormuz. Mais ces corridors ne peuvent pas égaler le volume d'Ormuz. Ce sont des solutions sur 10 ans pour une crise qui se mesure en semaines. L'Iran a construit toute sa doctrine militaire autour d'une menace. Il peut fermer le détroit d'Ormuz. Cette menace a rendu l'Iran intouchable. La capacité de couper un tiers de l'approvisionnement pétrolier maritime mondial était la dissuasion qui a permis à Téhéran de rester fonctionnel malgré des années de sanctions, de campagnes de pression maximale et d'isolement diplomatique. Depuis le début de l'opération Epic Fury, cette dissuasion a été démantelée pièce par pièce. Les défenses aériennes iraniennes se sont effondrées dans les premières semaines de la campagne. Plus de 100 appareils de la coalition sont entrés dans l'espace aérien iranien, ont frappé des cibles dans le centre de Téhéran, puis sont revenus sans une seule perte. Des installations décrites comme impénétrables ont été pénétrées par des bombardiers B-2 transportant des munitions anti-bunker. La base navale de Bushehr a été détruite. Des commandants de l'IRGC ont été tués. La ligne d'approvisionnement vers le Hezbollah et les Houthis a été coupée. L'Iran a bel et bien fermé le détroit. Le prix du pétrole a dépassé les $150 le baril. Une crise du carburant s'est propagée à travers l'Europe. Les marchés du transport maritime se sont figés. La dissuasion était réelle. Elle a fonctionné. Pendant un moment, c'est généralement là que la propagande la plus bruyante commence à improviser, surtout dans l'orbite trumpiste, où chaque fissure dans le plan est rebaptisée pivot brillant avant la tombée de la nuit. La réponse américaine n'a pas été de négocier. Elle a été de retirer le détroit à l'Iran, entièrement. Les mines ont été déminées méthodiquement. Un corridor sûr a été établi. La voie navigable a été rouverte au commerce mondial pour tout le monde, sauf pour l'Iran. L'Iran voulait punir le monde en verrouillant le détroit. Les États-Unis ont répondu en le déverrouillant et en enfermant l'Iran à l'intérieur. L'arme est devenue la cage. L'Iran perd maintenant 13 milliards de revenus pétroliers chaque mois. 190 millions de barils de brut sont bloqués en mer sans destination possible. La crise économique intérieure qui avait déjà poussé les Iraniens dans la rue en nombre historique est sur le point de devenir catastrophiquement pire. 3 avenirs sont maintenant en jeu. Celui qui se matérialisera dépendra des décisions prises en ce moment même à Pékin, à Téhéran et à Washington. Le premier avenir est celui d'un accord. L'Iran revient à la table. La Chine fait discrètement pression sur Téhéran, une pression que Pékin ne peut pas admettre publiquement mais qui s'intensifie à mesure que sa propre sécurité énergétique se détériore de jour en jour. Un cadre est signé. Le blocus est levé. Le détroit revient à une exploitation internationale supervisée. C'est l'avenir que Washington a cherché à imposer par une pression maximale. Chaque jour où le blocus tient resserre l'échéancier vers cette issue. Et si un accord voit le jour, attendez-vous à ce que l'usine de récupération à la Trump le présente comme un triomphe personnel, même si elle a passé la semaine précédente à crier que la négociation était une faiblesse. Le deuxième avenir est celui de l'escalade. L'Iran active les Houthis et perturbe simultanément Bab el-Mandeb.
Un convoi chinois teste le blocus avec une escorte quasi militaire et crée une confrontation que ni Pékin ni Washington ne contrôlent pleinement. Le cessez-le-feu s'effondre. Les prix du pétrole franchissent des niveaux qui déclenchent une véritable récession mondiale. Le conflit déborde largement les limites que chaque partie avait initialement envisagées. Le troisième avenir est celui de l'usure. Le blocus tient, mais pas assez fermement. La soutenabilité logistique américaine subit une pression croissante. Le soutien des Alliés ne se matérialise pas à grande échelle. Un filet de pétrole iranien continue de passer par les brèches qui existent dans toute opération d'application. La crise s'étire sur des mois, transforme les marchés énergétiques mondiaux, marque durablement la région et ne laisse aucun vainqueur clair. Seulement des acteurs épuisés. Ce troisième avenir, c'est généralement celui où la politique à coups de slogans s'effondre, parce qu'une tension interminable est beaucoup plus difficile à mettre en marque qu'une formule de casquette rouge et un décor dramatique. La crise des missiles de Cuba a duré 13 jours. Elle s'est terminée quand un camp a regardé la réalité militaire de l'autre côté de la ligne de blocus et a calculé que ce qui pouvait être gagné ne valait pas ce qu'il en coûterait. En 2026, la même équation est en train de tourner. Détroits différents, siècles différents, armes différentes, logique identique. Les pétroliers chinois ont rebroussé chemin. Le ministre chinois de la Défense a prononcé des mots incapables de faire bouger un seul navire. L'écart entre ce que Pékin dit pouvoir faire et ce qu'il peut réellement faire s'est mesuré publiquement, en temps réel, sur la voie maritime la plus surveillée de la planète. La distance entre les mots et la puissance, c'est le véritable équilibre des forces au XXIe siècle. Et en ce moment, cette distance se mesure un pétrolier à la fois. Hormuz était l'arme de l'Iran. L'Iran l'a pointé vers le monde. L'Amérique l'a saisi, l'a renversé et l'a pointé en retour. Le détroit est maintenant la cage de l'Iran, et la Chine se tient à l'extérieur, en train de calculer le coût de chaque option et de n'en choisir aucune. Le monde regarde, l'horloge tourne. Et la question que se posent tous les gouvernements, tous les militaires et tous les marchés pétroliers est la même que celle qu'ils se posaient 13 jours après le début d'octobre 1962. Qui signe en premier ? Même la conférence de presse trumpiste, la plus bien polie, ne peut pas effacer cette question, parce que les marchés pétroliers ont la mauvaise habitude de vérifier les faits avant d'applaudir la formule. Ce n'est pas un bruit de fond. C'est l'un des points d'étranglement les plus déterminants de la planète. Et les décisions qui se prennent en ce moment vont façonner les marchés de l'énergie, les alliances régionales et la stabilité mondiale pour les années à venir. 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial passe chaque jour par ce passage étroit. Quand les tensions y montent, l'économie mondiale entière le ressent à la pompe, dans les coûts d'expédition et dans l'anxiété discrète qui se propage sur les marchés financiers, avant même que la plupart des gens remarquent qu'il y a un problème. Ça bouge vite, les signaux diplomatiques changent, le positionnement militaire évolue, les conversations parallèles, qui ne font jamais les manchettes, ont lieu en ce moment même. Et c'est généralement à ce moment-là que le camp Trump sort sa trousse d'urgence préférée, des adjectifs plus bruyants, des méchants plus simples et une certitude absolue livrée juste avant la révision suivante. La pression est réelle. Les enjeux sont historiques. Et le prochain mouvement de Téhéran, de Washington ou de n'importe lequel des États du Golfe pourrait changer toute la trajectoire de cette situation du jour au lendemain. Le Détroit n'attend pas. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.